Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors super de vous retrouver, je suis très heureux de vous retrouver dans La Traversée et aujourd'hui on accueille Rémi Marion. Salut Rémi. Salut. Et je suis très heureux de vous présenter Rémi, enfin je ne vais pas le présenter parce que je pense que c'est toujours réducteur de vouloir présenter les gens. Mais moi qui m'intéresse beaucoup aux animaux et qui ai une faim ou une envie de partager la sagesse des animaux, j'ai trouvé quelqu'un avec une très grande sagesse, parce que lui, son truc à lui, c'est les ours. Alors, je voudrais que tu nous en dises un peu plus. Déjà, peut-être, qu'est-ce qui t'a amené aux ours? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un naturaliste s'intéresse aux ours? C'est un petit peu par hasard, en fait. Moi, je suis né au bord de mer, et ça, c'est très, très important dans ma traversée à moi, d'être né au bord de mer, d'avoir déjà un point pour démarrer la traversée, je dirais. Et pour moi, ça a été important, donc je me suis toujours intéressé aux animaux marins. Et puis, dès qu'on a eu un petit peu d'argent avec ma femme, on est allé dans le Grand Nord, et on a découvert une région vraiment qui nous a éblouis, et qui a changé notre vie, et qui a changé la vie de notre fils aussi, enfin bon. Et je me suis intéressé, donc, aux phoques. Et donc les phoques, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, pas tant que ça. Et entre autres, moi, je cherchais quelque chose qui pouvait m'informer sur la diversité. Parce que souvent, on dit le phoque, le manchot, l'ours. Mais non, il y a 8 espèces d'ours, il y a 38 espèces de pinnipèdes, 38 espèces de félins. Enfin, donc c'est pas un animal. Donc c'est aussi ça qui m'intéressait. Donc j'ai cherché ce bouquin et comme je l'ai pas trouvé, je me suis dit je vais commencer par l'écrire. Et j'ai commencé à faire des petites fiches comme ça bêtement. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un copain qui travaille chez un éditeur, on va dire reconnu dans les guides naturalistes. Et puis j'ai sorti un guide des pinnipèdes. Donc ça a pris 2 ans de boulot à colliger tout un tas d'informations, les statuts, l'alimentation, la répartition, la reproduction. Enfin, c'est un travail de bénédictin. Mais par contre, j'ai beaucoup appris justement sur leur physiologie, leur répartition, leur évolution entre les otaries, les phoques, les morses, les éléphants de mer. Et ça, c'est une culture qui après est complètement, je dirais, rentrée en moi, quoi. Hein. Et donc ce travail de livre, ça a été important et c'était mon premier bouquin en 93. Ça t'avais jamais écrit avant? Moi, j'avais jamais écrit. Moi, je suis chimiste de formation. Je travaillais dans l'industrie. J'avais jamais écrit quoi que ce soit. Et c'était même pas dans mes envies, quoi, d'écriture. Et j'ai la chance aussi d'avoir, je pense, vécu les 30 années là qui viennent de se dérouler, ou 35 ans même. J'ai pas forcément souhaité les choses, quoi. Ils se sont faites. Et je me suis laissé faire, en fait, quelque part. Alors parfois je les ai un peu aussi poussés, mais et là donc ça c'était un peu ça. Donc j'ai commencé ces fameux fiches. C'est devenu un bouquin, un guide. C'était le seul bouquin et depuis il n'y en a jamais eu d'autres d'ailleurs. Et puis donc l'éditeur, il m'en a redemandé un autre. Et là c'était sur les manchots. Et j'avais commencé à voyager en particulier aux îles Falkland, qui est un lieu pour moi tout à fait paradisiaque. Et donc m'intéressais beaucoup aux manchots. Et donc j'ai fait un guide des manchots, alors complètement exhaustif. Donc là il y a les 18 espèces de manchots, donc c'est pareil, reproduction, alimentation, tout ça. Et puis à l'époque il n'y avait pas internet, donc il fallait demander les tirer à part des scientifiques d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, d'Australie et tout ça, qui étaient tous fort sympathiques et qui m'envoyaient un message d'encouragement. Vas-y Rémi, si t'as besoin d'autre chose, tu me redemandes. J'ai fait la même chose avec les Français qui m'ont dit mais vous êtes qui, vous venez d'où, je vous connais pas, donc je vous enverrai rien. Donc un grand classique. Et donc j'ai sorti ce bouquin qui a été traduit aux États-Unis
Et puis, je me suis aperçu qu'après, tous les gens qui partaient dans les terres australes et antarctiques françaises partaient tous avec mon guide. Donc ceux qui m'avaient refusé de m'ouvrir la porte étaient bien contents de le trouver quand même. Donc ça, c'est des petites choses. Et alors, pourquoi arriver aux ours? Eh bien, quand on s'intéresse aux pinnipèdes, aux mammifères marins et tout ça, eh bien, évidemment, il y a un prédateur qui arrive à un moment donné, et là, c'est une espèce de collision, quoi, hein, avec l'ours polaire, et qui est un animal en 1990. C'est pas du tout un animal à la mode. C'est un animal comme les autres. On sait plus ou moins où il vit et ce qu'il mange, mais il fait pas les couvertures de magazines en gros, quoi. Et je me rappelle très bien de m'être dit, bah tiens, s'il y a personne qui s'y intéresse en France, et c'est vrai qu'on n'a pas d'ours polaire sur le territoire français, je me suis dit, bah moi je vais m'y intéresser et je vais devenir un peu le spécialiste de cet animal, quoi. Et donc là, je me suis lancé dans une aventure qui continue toujours, on va dire, parce que j'ai commis un certain nombre de bouquins, j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de voyages pour observer des ours polaires, donc j'en ai vu partout, en baie d'Hudson, en terre de Baffin, au Spitzberg, au Groenland, enfin partout, en Sibérie, partout où ils peuvent vivre, quoi. En hiver, en été, au printemps, enfin voilà. Et puis j'ai rencontré aussi beaucoup de scientifiques, donc voilà, donc j'ai fait un bouquin, deux bouquins, trois bouquins et des dizaines de voyages sur le sujet. Et puis Et les films aussi, non? et puis, alors après, on m'a demandé d'être ce qu'on a dit fixeur, c'est-à-dire organisateur de tournage de films. J'ai été invité aussi sur des films avec Hulot et ainsi de suite. Et puis en 2008, moi, je faisais beaucoup de photos. J'ai fait pas mal de livres photos, texte et photos, puisque j'ai la chance aussi de pouvoir m'exprimer en public, mais d'écrire et de faire des photos. Et c'est une vraie chance. Et puis je me suis dit, bah pourquoi à force d'être devant la caméra, pourquoi je passerais pas derrière? Et donc du coup, j'ai fait un premier film pour Arte qui s'appelle Les Métamorphoses de l'ours polaire, et qui a été vu dans je sais pas combien, 20 ou 25 pays. Et puis après, j'en ai fait un autre. Alors à chaque fois, je co-réalise moi, hein, parce que je connais mes limites aussi, et j'aime bien partager. Et j'aime bien avoir des idées et les partager avec quelqu'un qui apportera son savoir-faire, et puis parfois aussi sa méconnaissance du sujet, ce qui est aussi intéressant. Et donc les métamorphoses, je l'ai co-réalisé avec Charlène Gravel, donc une jeune femme citadine qui n'avait jamais vu d'ours, et c'était important, quoi, parce que voilà, moi à l'époque j'avais déjà passé 55 ans, et puis beaucoup voyagé dans le Grand Nord, et donc le regard d'une jeune femme, c'était bien de faire cet effet miroir un peu, et j'ai beaucoup aimé, et ce qui fait qu'après on a refait un autre film tous les deux sur les îles Falkland justement, sur les manchots et les albatros. Donc voilà, c'est divers et varié. Moi, ce qui m'intéresse surtout, aussi bien en accompagnement de voyage, faire des livres, des conférences, alors à tout niveau, hein, de l'école maternelle quasiment jusqu'à l'université ou au CNRS, c'est de partager, quoi, d'échanger. Donc moi, je suis un témoin privilégié souvent. J'ai vu des choses incroyables, même que j'aurais même pas imaginé. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est les partager, et puis être une espèce de courroie de transmission, quoi. C'est-à-dire que nous, on est témoins, on a organisé notre vie en famille en plus autour de ça, et puis il faut témoigner, et surtout essayer de témoigner le plus objectivement possible. Et ça, c'est drôlement important. Et témoigner, ça serait quoi? Témoigner de quoi? Témoigner aussi, évidemment, de la fragilité de ces milieux, ça c'est une évidence, mais on en parle beaucoup, mais aussi de la résilience aussi de ces milieux. Et ça, c'est aussi dont on parle pas assez, à mon avis. On le voit, par exemple, quand on a été au Spitzberg en 1986, voir des morses, c'était quasiment impossible. Il en restait, je sais pas combien, 50 dans le nord de l'archipel. Maintenant, là, j'y suis allé il y a quelques mois. On voit des morses partout. On voit des femelles qui font leurs petits au Spitzberg. Il y a des morses partout. Le morse avait été détruit par les hommes de façon barbare et acharnée pendant des siècles. Et il avait disparu de l'archipel. Et puis, après, la chasse a été interdite. Et du coup, le morse a pu retrouver toute sa place. Et maintenant, on voit des morses partout. Et moi, j'ai vu la même chose en Antarctique aussi. Donc, des baleines, par exemple, des baleines à bosse, qui est une espèce relativement fréquente. En Antarctique, on peut en voir plusieurs dizaines par jour.
sans aucun problème. Les otaries aussi, les otaries qui avaient été aussi détruites de la main de l'homme avec un acharnement incroyable. Eh bien, il y a des endroits maintenant. Je pense qu'il y a une île comme l'île Déception où maintenant en février ou mars, on pourra plus débarquer sur les plages parce que les plages sont couvertes d'otaries, quoi. Et ça, il faut le dire aussi. Parce que si on dit aux jeunes que tout va mal, tout est foutu, il n'y a rien à faire, bah, ça va pas être très très motivant tout ça. Tandis que si on a des exemples comme ça, alors ça veut pas dire que tout va bien, pas du tout. Mais ça montre aussi que la nature peut être résiliente, enfin certaines espèces animales au moins peuvent être résilientes, et c'est surtout c'est si on les laisse tranquilles, si on leur laisse de l'espace et si on partage l'espace, quoi. Et c'est vraiment ça qui est important, quoi. Donc voilà, mon idée, moi, c'est ça, et puis surtout d'être objectif, c'est-à-dire de témoigner de ce que je vois, de ce que je peux compiler de nombreux scientifiques peuvent m'apprendre, lire et avoir un œil parfois aussi parfois un peu critique par rapport à des gens qui forcent le trait, qui exagèrent, en disant oui, mais si on veut que les gens y réagissent, il faut exagérer. Ben, pas à mon goût, mais il faut plutôt être objectif et surtout pas les prendre pour des imbéciles et leur dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Et pour moi, c'est vraiment ça, moi. S'il y avait un enseignement donc de la nature, de cette résilience, cette résilience, ça c'est très très important, ce partage de l'environnement. Moi, avec les ours, j'ai eu des rencontres complètement incroyables, hein, en particulier avec les ours bruns, hein, qui sont plus faciles d'accès que les ours polaires. Les ours polaires sont des prédateurs malgré tout, donc même si on peut parfois être près, trop près, déjà on est toujours armé, donc ça met un risque pour l'animal comme pour nous. Donc heureusement on n'a jamais eu de problème grave. Alors tandis qu'avec l'ours brun, on peut trouver des zones où on se côtoie, quoi. Enfin, et ça c'est un dingue, quoi. Quand même. Donc l'ours brun, c'est quel endroit en particulier? Alors en particulier, moi je suis beaucoup allé au Kamchatka, donc en Sibérie, l'extrême est de la Sibérie, au Kamchatka où il y a la plus grosse densité d'ours bruns au monde. Donc là, on voit plusieurs dizaines d'ours bruns par jour, mais on les voit à quelques mètres. Et vraiment, on se côtoie, on est sur le même endroit, chacun se respecte. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, parce que j'emmène des clients parfois sur le terrain pour leur faire découvrir ça et d'être au bord d'une rivière où il y a beaucoup de saumon et les ours ils sont devant nous, voilà, à moins de 10 mètres en train de manger, et puis il y a une femelle avec des oursons, et puis il y a des mâles. Alors les femelles évitent les mâles parce que les mâles peuvent s'attaquer aux oursons. Et moi je me rappelle très bien que la femelle est venue très près de nous, les oursons aussi, elle a laissé les oursons devant nous. Vraiment comme s'il y avait une espèce de je vous les laisse en garde, je vous les confie, quoi. Donc ce qui fait que les mâles ils sont toujours un peu sur leur garde, donc ils viennent rarement nous voir. Et la femelle est allée à plusieurs dizaines de mètres de ces oursons pour aller pêcher. Et alors ça c'est quand même des moments assez incroyables, quoi. T'étais déjà grand-père à l'époque? Non, j'étais pas encore grand-père. Et là la même peut-être la même femelle. Et ben donc elle voulait quitter la rivière et à l'endroit où on était, donc elle a commencé un peu à bouger la tête, peut-être un peu à claquer les mâchoires, donc est un signe de dire tu m'embêtes, signe amical, encore amical, encore amical. Mais non, mais il y a jamais de vrai problème, quoi. Et puis bah donc on s'est poussé de 2 mètres, hein. La femelle est passée avec ses petits. Et ça, c'est des relations assez incroyables, quoi. Hein. Mais il faut être. Ils font quel gabarit ces ours bruns? Ah bah les femelles font 280 kilos, quoi. Et les mâles? Et les mâles, ils font 350, 400 peut-être pour les plus gros, quoi. Donc ça fait quand même des montagnes, hein, quand même. Hein. Donc et puis ce sont des animaux en plus dont on se rend pas forcément compte, mais aussi bien l'ours brun que l'ours polaire sont des animaux extrêmement rapides, qui se déplacent très vite, qui peuvent bouger très vite, qui prennent des décisions aussi très vite. Et donc il faut faire attention quand même. Mais avec les ours bruns, vraiment aucun souci, quoi. Hein. Et vraiment dans des conditions, voilà, de respect mutuel, on va dire. Alors je comprends, il y a eu des accidents. Hein, il y a entre autres Nastasia Martin là, qui a eu un gros accident, une Française qui s'est fait attaquer au Kamchatka. Bon, c'était la faute à pas de chance.
il était sur un chemin de montagne, l'ours venait en face, il était surpris, un peu coincé, donc il l'a attaqué et il l'a blessé gravement, quoi. Et évidemment, bah, c'est grave, mais ce genre d'accident, bah, c'est la nature, enfin, c'est Bien la sûr, rencontre bien de sûr. deux individus, quoi, qui se sentent un peu paniqués et l'un et l'autre, je dirais, et puis voilà, quoi. Mais rien de... Je dirais que c'est moins grave qu'une agression dans la rue ou moi qui me terrorise complètement, quoi. Donc voilà, donc des relations assez intéressantes avec ces animaux, et puis surtout aussi un profond respect où chacun respecte l'autre, alors que les ours, ils pourraient nous pousser, nous mettre à terre très rapidement. Mais voilà, quoi. Et, Pas du moment où tu respectes leur territoire. voilà, tu respectes leur repas, quoi. Ils sont en train de manger sur leur rivière où là il y a beaucoup beaucoup de saumon. Évidemment, t'as pas de nourriture dans ton sac parce qu'il faut pas non plus les Les tenter. tenter. Mais mais voilà, eux ils ont à manger, ils mangent leurs 20 000 calories par jour, ça leur va bien. Et voilà, mais je pense qu'on peut très très bien cohabiter avec ces grands prédateurs, déjà en connaissant évidemment leur mode de vie et en partageant le milieu, et puis sans vouloir les dominer non plus, quoi. Et ça, c'est important. Et puis, c'est vrai qu'on a fait des très très belles observations, et puis j'ai pu les partager avec des gens qui n'étaient pas forcément rompus à cet exercice, et puis qui sont toujours un peu surpris des relations qu'on peut avoir, quoi. Donc là, tu me parlais de l'ours polaire, l'ours brun. Puisqu'il y a 8 autres espèces. Oui, alors il y a 8 espèces d'ours. Moi, j'ai croisé aussi l'ours noir, hein, l'ours noir américain, qui est l'ours le plus commun. Alors, c'est un ours donc commun qu'on voit à peu près partout en Amérique du Nord, au Canada, et puis qui est plutôt tranquille, quoi. Hein. Et donc, on a vu avec ma femme et mon fils être au milieu d'une piste avec un ours noir, avec son petit. Bon, bah, on s'évite, elle rentre dans le bois, nous on continue. Enfin, on se respecte aussi, là, c'est pareil. C'est important qu'il n'y ait pas d'agression, qu'ils se sentent pas non plus en difficulté, qu'ils se sentent pas coincés. Et ça peut très très bien se passer, quoi. Hein. Et puis les ours noirs sont intéressants aussi, et comparés juste ailleurs aux ours bruns, parce que ils ont un peu la même alimentation, ils se fréquentent d'ailleurs parfois les mêmes sites. Moi j'ai vu en Alaska avoir des ours noirs et des ours bruns au même endroit. Ils n'ont pas les mêmes techniques de pêche, alors c'est aussi intéressant de voir l'évolution d'ailleurs, comment sur un même endroit, il y a des ours qui sont plutôt à l'affût, comme les ours noirs, c'est souvent comme ça, et puis des ours bruns qui sont plus rentre-dedans, qui vont courir un peu les poissons, et ainsi de suite. Donc des techniques de pêche sur les mêmes sites, deux espèces d'ours différentes, donc c'est intéressant. Il y en a un qui est plus ancien que l'autre, comment... Au niveau évolutif, c'est sensiblement pareil. Bon, ils ont pas forcément la même stature. L'ours noir est un peu plus... il est moins massif que l'ours brun. C'est pas la même nature, je dirais même dans les relations, c'est un ours plus tranquille. Ouais, donc c'est pas... Et sur le même site, bah, il fonctionne pas de la même façon. Voilà. Mais ce qui est intéressant avec les ours, c'est qu'on voit très vite des personnalités, quoi. Et moi, je l'ai vu, par exemple, avec des jeunes ours polaires, tout petits, 3 mois, hein, sortis des tanières. Ben, on voit déjà dans une fratrie qu'il y en a un qui est aventurier, extraverti, et puis l'autre est timide et il reste planqué, quoi. Et après, quand on voit des fratries, moi j'en ai observé des ours bruns, là, par contre, au Japon ou en Sibérie, ben, on voit déjà au sein d'une fratrie qu'il y en a un qui est plus débrouillard que l'autre, quoi. Et quand ils sont émancipés, ils quittent leur mère, mais souvent la fratrie reste ensemble. Et moi j'ai vu C'est-à-dire qu'ils chassent ensemble, ils vivent alors, ensemble. ouais, c'est ça, ils vivent ensemble. Mais moi, je n'ai vu au Japon, entre autres, il y en avait un qui était un pêcheur très efficace et puis l'autre qui n'y arrivait pas. Et donc, il se faisait nourrir, quoi. Il pêchait pour deux, quoi. Parfois, celui qui pêchait bien lui faisait il lui mettait une calotte un peu pour le motiver. Enfin bon, c'est étonnant de les voir fonctionner tous les deux, quoi. Mais on voyait bien qu'il y avait deux personnalités, quoi. Et chez les ours, c'est très très clair, quoi. Donc il y a globalement, ça se passe bien, ce sont des animaux plutôt tranquilles, placides. Et puis il y en a qui vont aller voir une maison. Un exemple aussi comme ça, c'était assez drôle. C'était un film que j'avais organisé pour Claude Lelouch. Et il voulait filmer un ours polaire qui rentre dans une maison. Drôle d'idée, hein. Ouais.
Donc il m'avait raconté ça dans son bureau avec les Oscars et puis voilà, et c'était très drôle. Il me dit ouais, tu vois, je voudrais un ours qui rentre dans une cuisine, qui casse la cuisine et tout ça, un ours polaire. Hein. Et je lui dis bah attends, moi je connais un endroit, un lieu, une période, on peut y aller. Ok, bah donc il m'a fait 100% confiance. Donc c'était au Canada, c'était une logistique très importante, on était plus de 20 personnes, hélicoptère, machin et tout, enfin bon. Et là, on organise dans un baraquement, on met un frigo, un canapé, une table, on organise une cuisine, et puis on met une cage avec une vitre blindée pour que Claude puisse filmer de l'intérieur. Et puis bon, il a beaucoup de chance et moi aussi. Donc 15 minutes après avoir tout installé, qu'est-ce qu'on voit arriver? Un ours polaire. Ce qui était absolument extraordinaire, quoi. Hein. Et en fait, on voit un jeune ours polaire qui marche devant sa mère. Ce qui est moi, ce que je ne vois jamais. Parce qu'en général, le petit, il marche derrière maman, quoi. Là, c'était un gros petit, mais il marchait devant maman. Donc celui-là, on voyait déjà que il prenait le leadership même par rapport à sa mère, quoi. Et ben celui-là, il a poussé la porte, il est rentré, il a cassé la cuisine et quand il est parti, il a fermé la porte. C'est bon, j'ai fait le taf. Oui, il a fait le taf, mais il a fait l'acteur studio, quoi. C'est ça, petit clin d'œil pour dire, tu as la pellicule au moins. C'était incroyable parce que là, on voyait bien la personnalité de l'ours un peu fantasque. Il est resté 2 jours avec nous. Il a fait des tas de conneries autour de la maison où on était. Il mangeait les câbles électriques. Voilà, il était un peu tout fou. Et c'était celui qu'il nous fallait, en fait. Mais c'est ça aussi qui est génial avec les ours, quoi. Et puis, bon, parfois, évidemment, il y a des ours, ça arrive aussi, qui sont eux, qui peuvent être presque des serial killers. Et là, c'est plus le même problème, quoi. Parce que là, si on devient une proie potentielle, et en particulier avec les ours polaires, là, c'est beaucoup plus problématique parce que pour les en dissuader, ça devient un problème, quoi. Donc voilà. Donc il faut pas se mettre dans cette situation-là non plus, quoi. Donc il faut faire aussi très attention par rapport à ça. On peut rester potentiellement un gibier pour un ours polaire. Bien sûr, bien sûr. Donc j'imagine que tu as des situations dans lesquelles tu as pu sans expérimenter être le gibier spécialement, mais non. Alors évidemment, parfois ça peut être c'est souvent des erreurs. Moi, la plus grosse blague qui a failli m'arriver avec un ours polaire, c'était au tout début, il y avait des amis indiens qui voulaient faire du tourisme d'observation des tanières d'ours polaires. Et donc, j'étais le premier à partir avec eux à chercher des tanières en plein hiver, hein, au mois de février. Et puis, mon guide, lui, qui était chasseur, trappeur, fils de trappeur, qui avait chassé l'ours polaire étant gamin, on cherche les tanières. Et puis on trouve un trou de tanière qui était ouverte depuis peu. Et puis moi, je voulais photographier l'intérieur d'une tanière d'ours polaire. Et puis lui, il regarde les indices autour, il me dit « Oh oui, la femelle, elle est partie, pas de problème, tant que tu peux rentrer dedans. » Bon, très bien. Donc, mais j'avais le nez dans le trou déjà, quasiment. Mais j'avais quand même un doute, quoi. Et la taille du trou, c'était quoi ? La taille de trou, c'est petit, hein, parce que les femelles d'ours polaires, elles peuvent rentrer dans des trous incroyablement petits. Ça fait à peine 50 cm de diamètre, quoi. Ouais. Donc, nous, quand on a des parkas et tout ça, c'est juste, quoi. Et puis, je lui dis, bon, je descends la tête la première, tu me tiens par les pieds, et puis je descends faire les photos, quoi. Mais j'avais quand même un doute, quoi. Et donc là, je prends un morceau de glace, et je le balance dans le petit tunnel d'accès, et puis là, on entend, ouf! Ouais. Et donc là, on saute sur nos motoneiges, on fait 500 mètres, et là, on voit une femelle avec 2 petits qui sortent, quoi. Donc là, ça avait été chaud quand même. Donc voilà, bon, et puis il y a eu d'autres blagues comme ça à Churchill, là où j'ai quand même passé beaucoup de temps. Là, les ours viennent en ville, hein, donc la nuit, il faut faire... C'est où Churchill ? Churchill, c'est sur la côte ouest de la baie d'Hudson, donc c'est centre-nord du Canada, c'est pas très au nord, hein, c'est l'équivalent du nord de l'Écosse, 59 degrés nord, et c'est le village où il y a la plus grosse concentration d'ours polaires à l'automne, quoi. Donc il y a 800 habitants dans le village et il y a 300 ours polaires autour du village, quoi. Et qu'est-ce qui les attire là, en fait ? Ce qui les attire dans cet endroit-là, c'est qu'il y a des grosses rivières, et donc la salinité de la baie d'Hudson est plus faible, et donc la banquise va se former en premier. Et donc ce qui fait qu'ils attendent au mois de novembre la formation de la banquise à cet endroit-là.
Qui leur permettra de rejoindre. Qui leur permettra d'aller sur des territoires de chasse. Et ça fait déjà 4 mois qu'ils n'ont pas mangé, quoi. Donc ils ont quitté la banquise au mois de juillet. Mais Churchill a été construit par la compagnie de la baie d'Hudson, enfin, et donc les ours, le village est sur la voie migratoire des ours, quoi. Et donc il y a parfois la nuit, les habitants savent qu'entre minuit et 4 heures du matin, il faut pas aller se promener en ville, quoi, parce que la rue est ouverte pour les ours, quoi. Donc nous, évidemment, on l'a fait pour les filmer. Et donc on a filmé des ours de nuit dans les éclairages publics du village et tout ça. Et c'est des sensations assez étonnantes qu'on a partagées avec Catherine. Et on est en véhicule et puis on a une espèce de spectre comme ça qui passe, qui fait aucun bruit, parfois qui longe la voiture même dans laquelle on est. Et puis il y a aucun bruit. Et très prudent, hein, parce qu'ils sont pas chez eux du tout, ils sont dans un milieu qu'ils ont du mal à appréhender. Et puis alors une fois comme ça, là c'était pas très rare, vers 23h peut-être, je pars avec le cuisinier d'un resto, on va mettre des poubelles dans une cage pour pas que les ours viennent manger les poubelles, quoi. Donc il y avait des cages spécialement pour ça. Et donc je vais avec lui pour lui donner un coup de main. On ouvre la cage, on commence à balancer un sac de poubelle. Je vais en rechercher un autre et quand je reviens, il y avait un ours, quoi. Mais là, il y avait le poteau d'éclairage public entre lui et moi, quoi. Donc ça fait pas beaucoup. Et bon, alors heureusement, l'ours, il a eu aussi peur que moi, donc il est parti d'un côté et de l'autre. Ouais. Mais voilà, donc on a eu des moments un peu chauds, quoi. Mais bon, on a vécu des moments incroyables, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce que t'apprennent les ours? Bah, déjà, les ours, ce qui est intéressant, alors l'ours polaire, globalement, il vit seul. Hein. Donc c'est un chasseur solitaire, c'est pas du tout une meute comme les loups. Il y a que la femelle avec ses petits. Tu parles plutôt des mâles, donc, hein, qui sont... Non, tous les individus, à l'exception des femelles, pendant 2 ans, qui gardent leurs petits. D'accord. Mais sinon, les juvéniles et tout ça, ils sont seuls. Les femelles qui n'ont pas de petits, elles sont seules. Un ours polaire, c'est un chasseur solitaire, parce que quand il est à l'affût, quand il s'approche d'un phoque, c'est toute une manœuvre extrêmement compliquée en fonction du vent, des courants et tout ça. Donc il y va seul. Et quand une femelle qui a des petits va chasser, elle dit, moi je l'ai vu, elle dit à ses petits, vous restez là, vous ne bougez plus, je reviens, quoi. Et les petits, ils sont figés sur place et il faut plus qu'ils fassent de bruit et il faut qu'ils attendent leur mère, quoi. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pour leurs besoins de chasse. Par contre, nous, ce qu'on a vécu au nord de l'Alaska, un endroit où les Inuits chassent encore les baleines, ils prennent ce qu'ils ont besoin, les Inuits, et puis ils laissent des tonnes et des tonnes et des tonnes de viande, de graisse, et ainsi de suite. Et là, nous, on voulait filmer, c'était pour mon film Les Métamorphoses de l'ours polaire, on voulait filmer la rencontre entre un ours polaire et un grizzly. Donc les 2 espèces sur la même image. On est 2 au monde à l'avoir fait, ça. Hein. À cet endroit-là d'ailleurs. Et donc c'est une courte période, ça se filme la nuit, c'est assez dingue parce qu'il y a des ours polaires partout, dans le brouillard à 2h du matin, enfin bon, c'est une ambiance un peu folle, quoi. Et là, donc il y a beaucoup à manger. Et là, on trouve des mâles avec des femelles, avec des petits, et ainsi de suite, qui sont au coude à coude, et qui mangent. Donc ça veut dire que, je pense que l'une des grandes leçons de l'ours polaire, c'est que quand il y a abondance, eh bien il y a partage. Dans un buffet, quoi. Et voilà, mais tout le monde se respecte, tout le monde voilà, et ça c'est assez extraordinaire, quoi. Donc quand il y a qu'il y a une hiérarchie, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Moi, j'ai pas vu de hiérarchie sur ce site-là. Il y avait des petits qui étaient vraiment la gueule collée contre la gueule de gros mâles, quoi. Enfin, et ils mangeaient la même chose, quoi. Donc ça, c'était assez extraordinaire. La seule différence, c'est que quand le grizzly arrive, qui est dans cette région-là petit, ce sont des petits ours bruns, par rapport en plus à des ours polaires là-bas qui sont très très gros, eh bien, le grizzly, lui, va hiberner, alors que les ours polaires n'hibernent pas. Donc les ours polaires, ils ont tout leur temps, quoi. Et les grizzlies, eux, ils sont pressés parce qu'au mois de septembre, dans un mois, il faut qu'ils se mettent dans leur tanière et il faut qu'ils restent 6 mois dans leur tanière. Donc il faut qu'ils mangent beaucoup pour se faire une réserve de graisse. Donc le grizzly, dans ce cas-là, est un peu, je dirais, il est un peu agressif. Pas agressif, mais il est pressant, on va dire. Et donc les ours polaires qui pourraient lui mettre une calotte et puis lui dire qu'est-ce que tu fais là, ou alors qui pourraient partager avec lui, eh bien, ils s'écartent, plus ou moins violemment d'ailleurs, mais ils lui laissent la place.
Le grizzly vient prendre ce qu'il veut, il vient prélever toute la viande qu'il veut, et puis les ours polaires reviennent, quoi. Et c'est assez intéressant comme comportement aussi, qui est complètement unique, de voir ces deux espèces au même endroit en même temps, quoi. Et là, c'était vraiment des sensations très fortes, parce que nous, heureusement, on était à terre, et avec les trépieds, les caméras, et heureusement, on était dos à un véhicule, parce qu'il y a des moments où on était obligé de laisser la caméra et de rentrer vite dans le véhicule, parce qu'il y avait des ours polaires qui passaient à quelques mètres, quoi. Mais de nuit, alors un ours polaire, étonnamment, de nuit, c'est vraiment un espèce de spectre, donc on voit peu de choses, Donc on le voit à peine arriver, et puis on voit qu'il est à 10 mètres, on dit « Ah bah non, on va se mettre à l'abri ». Et puis on attend qu'il passe, et puis on ressort, et puis on fait nos images, quoi. Mais là, c'est une ambiance, je dirais qu'il faut des gens qui ont un peu l'habitude de fréquenter ce genre de bestioles, quoi. Parce que sinon... Faut pas bouger. Non, faut pas bouger, et puis c'est un peu oppressant, quoi. C'est un peu oppressant, quoi. Parce qu'il y en a partout, on est de nuit, on est fatigué, donc faut aimer ça, quoi. Et dans le cadre de tes voyages, ou même dans le cadre de tes échanges, de témoignages, tu disais tout à l'heure, ou de transmission, c'est quoi le truc qui t'a surpris le plus? Peut-être de la manière dont les gens voient les ours, comment... Oui, alors, moi, ça fait 30 ans que je fais de l'accompagnement de voyage, donc c'est un peu faire de l'anthropologie aussi, et les clients ont beaucoup évolué. Il y a 30 ans, moi, j'avais des gens qui faisaient des économies pour venir, qui étaient passionnés, qui venaient avec des jumelles, un guide ornitho pour les oiseaux, qui avaient lu tout ce qu'il y avait sur la région, qui étaient passionnés, qui étaient intéressants. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. On a maintenant aussi un certain nombre de personnes qui viennent pour la dernière chance, quoi. C'est la dernière chance de voir des ours polaires, ce qui est complètement faux d'ailleurs, et donc il y a ce côté consommation, moi, qui m'épuise un peu, mais voilà, on a vraiment vu changer, évoluer les gens, et là c'est aussi, je pense, à cause de tas de gens qui forcent le trait, quoi. L'ours polaire, il n'est pas en voie de disparition actuellement, pas du tout. La population est plutôt stable. Il y a des endroits où ils se portent plutôt bien. Mais il y a des gens, entre autres au milieu des années 2000, 2010, qui ont vu une opportunité aussi, de se dire l'ours polaire, ça peut être un bon tiroir-caisse. Et donc on va forcer le trait, et donnez-nous 50 €, on va sauver l'ours polaire, ce qui est vraiment une hérésie, évidemment. Et donc ils ont forcé le trait, les médias ont forcé le trait, l'ours polaire est devenu un produit d'appel, une tête de gondole, on a fait toutes les couvertures de magazines, et ça c'est vraiment dommage, quoi. Donc moi je suis très très critique avec un certain nombre d'associations, avec d'ONG, avec aussi un certain nombre de photographes et tout ça, qui eux, on voit bien qu'ils font ça dans le seul but de voyager gratuitement, ou de gagner de l'argent, tout simplement, quoi. Et donc ça c'est dommage, parce que il faut faire aussi très très attention dans la communication, je dirais, de crise. Forcer le trait, c'est pas bon, parce que ça peut démotiver les gens, ça peut complètement je dirais fausser le jugement. Moi, 10 fois par jour, on me dit « Ah, alors ça y est, l'ours, c'est fini, il va disparaître, et tout. » Alors après, quand on essaye de prendre le contre-pied, comme moi je peux le faire, mais j'ai beau avoir quand même une certaine, je pense, notoriété sur le sujet, c'est compliqué. Parce que justement, mais on a vu dans les médias, machin, les associations. Oui, mais enfin, sur le terrain, nous, on voit pas d'ours famélique, quoi. Enfin, mais c'est sûr que si on extrait une image, et en particulier, par exemple, moi, ça m'arrive dans des lycées, par exemple, où je fais des présentations, je leur fais une partie de ma présentation sur le décodage aussi des images. En disant, toi, si tu vois cette image-là, est-ce qu'elle n'a pas été extraite d'autre chose? Et puis, on peut lui faire dire ce qu'on veut, quoi. Et un ours famélique, comme je dis souvent, un ours, ça peut mourir. Voilà, bêtement, quoi. Il peut être malade, il peut être vieux, il peut s'être blessé, ça s'est infecté, il peut avoir des parasites, il peut avoir des tas de choses. Et donc, un ours, ça peut mourir. Et c'est pas forcément le réchauffement climatique. Et donc, il faut faire très attention aussi au décodage. Quand un animal devient comme ça, espèce de superstar,
eh bien, il y a des gens qui en font de trop. Et ça, il faut faire très très attention, quoi. Il y a même, d'ailleurs, c'est arrivé, moi je discutais avec quelqu'un qui gérait les budgets pour les scientifiques dans l'Arctique. Il me dit, on donne plus de budget aux scientifiques qui étudient l'ours polaire, quoi. Parce que c'est devenu aussi un enjeu politique, géopolitique, médiatique, et voilà, il faut laisser retomber un petit peu le soufflet. Mais ça revient cycliquement. Il y a un événement qui se passe, et puis on se dit ah bah là c'est le réchauffement climatique. Oui, peut-être, mais il y a aussi beaucoup plus de gens qui vont dans ces régions-là. Donc globalement, il y a plus d'informations. Donc on voit plus de comportements un petit peu originaux. Donc on le sait, dans certains endroits, par exemple au Svalbard, on a vu récemment, plusieurs fois, des ours polaires qui chassaient des rennes. Ce qui est tout à fait nouveau. Alors peut-être qu'ils s'habituent, qu'ils s'adaptent, tant mieux. Et là, Et pourquoi ils le faisaient pas avant ? Pourquoi ils le faisaient pas avant ? Parce qu'ils chassaient du phoque abondamment, parce qu'ils avaient de la glace. Il y a beaucoup de rennes au Svalbard. Il y a peut-être certains ours qui ont développé justement le fait de se mettre à l'affût, d'attendre derrière un rocher qu'il y ait un renne qui passe à proximité, sachant qu'un ours polaire n'arrivera pas à la course à attraper un renne. Hein. Mais par contre, s'il à l'affût ou dans l'eau, d'ailleurs, il y a eu une observation et ça a été filmé d'un ours polaire qui attrape un renne dans l'eau. Donc voilà, alors est-ce que c'est vraiment un changement de comportement ? Il y a une publication scientifique qui vient de sortir récemment. Peut-être bien. Est-ce qu'il y a plus d'observateurs ? Est-ce qu'il y a 2-3 ours aussi qui ont pris cette culture aussi ? Parce que chez les grands mammifères, il y a aussi des cultures qui se transmettent, hein, donc des savoir-faire presque. Et peut-être. Hein, donc voilà, pour l'instant, il faut raison garder. Et puis, mais que des ours polaires s'adaptent justement avec une nouvelle alimentation qui est disponible. Pourquoi pas. Ils ont pas vraiment de prédateurs, les ours polaires. Alors l'ours polaire n'a pas de prédateurs, sauf quand la femelle sort de la tanière. Dans certaines régions au Canada, les loups peuvent s'attaquer aux petits. Donc ils peuvent harceler une femelle et attraper des oursons. Donc moi j'avais vu une femelle comme ça qui avait du sang et puis des traces de loup qui étaient partout. Et c'était une zone où elle devait sortir de tanière, mais elle avait plus de petits, donc on se doute qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Il semblerait que potentiellement il y ait des orques qui puissent s'attaquer à l'ours polaire, sachant que l'orque est de plus en plus fréquent dans l'Arctique. Ça, c'est une réalité. Donc ça peut aussi changer la donne, parce que l'orque, il va chasser les phoques, et les phoques vont être aussi relativement méfiants s'il y a des orques dans le coin. Donc ça peut changer la donne, peut-être même pour l'ours polaire. Voilà, il y a aussi effectivement des changements que l'on peut voir, quoi. Sur 35 ans, on peut voir des choses qui changent, positivement ou pas, quoi. Mais voilà, enfin, il faut aussi raison garder là-dessus, parce que l'ours polaire, actuellement, il n'est pas en voie de disparition, quoi. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et les autres espèces que tu as pu... Et les autres espèces, l'ours brun, il a une population relativement importante dans tout l'hémisphère nord. Il ne vit que dans l'hémisphère nord, avec des endroits où il y en a de plus en plus. Hein. Moi, j'ai fait un film aussi en Suède, où la population d'ours brun a été multipliée par 10 en 30 ans. Donc là, c'est pareil, dès qu'on leur partage le territoire, dès qu'on arrête la chasse, les espèces reprennent. Hein. En France, on a la chance que, je pense que cette année, on va passer les 80 ou 85 ours bruns. Voilà, il y a 25 ans, il en restait 6, quoi. Donc là, tout ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a des endroits qui nous démontrent que la cohabitation est possible. Les Asturies, par exemple, les Abruzzes. Donc voilà, en France, j'espère que on arrivera aussi un petit peu à calmer les esprits. Et si déjà les politiques ne mettaient pas de l'huile sur le feu, on y arriverait peut-être, quoi. Donc voilà, donc il y a des choses quand même. Moi, j'ai des amis qui écrivent, par exemple, sur le réensauvagement, qui ont publié des livres là-dessus, qui nous démontrent bien que, entre autres pour la grande faune, il y a plus de grande faune maintenant, en particulier en montagne, qu'il y a 40 ou 50 ans, parce qu'il y a une déprise agricole aussi. Donc il y a des nouveaux espaces qui s'ouvrent. Ce qui sera très bien, c'est quand toutes les stations de ski vont faire faillite, donc ça fera de la place. Donc voilà, donc il y a des endroits où il y a de plus en plus de faune, mais c'est compliqué de calmer les ardeurs d'un certain nombre de chasseurs en particulier qui veulent détruire jusqu'au dernier, quoi. Il y a un problème avec
le grand coq en montagne dans les Pyrénées, où la population a été divisée par 5 et les chasseurs veulent continuer à chasser, quoi. Et là, s'il n'y a pas une volonté politique, si les préfets font pas ce qu'il faut, et là, c'est gravissime, quoi. Donc, il faut, les populations peuvent être alarmées, peuvent être sensibilisées, ce qui semble être le cas maintenant dans de nombreux endroits, mais il faut que les politiques prennent leurs responsabilités, quoi. Et ça devient compliqué. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais. Si on essaie de prendre un peu de recul sur voilà, tes 35 ans, c'est ça, à peu près 35 ans et qu'est-ce qui te paraît, toi, allez, si jamais on va faire comme si tu parlais à tes petits-enfants et tu vas dire, voilà, s'il y avait un truc extraordinaire que tu aurais envie de leur raconter sur et qui est à la fois peut-être une source d'inspiration, d'émerveillement, tu vois, puisque tu dis, voilà, faut pas être alarmiste, faut prendre conscience qu'il y a des choses qui vont pas et fonctionner avec, il y a des choses qui dysfonctionnent, et puis il y a aussi éduquer les gens sur ce qu'est la nature, justement sa résilience, sa capacité à trouver des solutions. Le vivant a toujours une capacité à trouver une solution. Oui, c'est ça. Enfin, toujours, il faut lui en laisser le temps. Et c'est le problème du réchauffement actuel. C'est que par rapport au réchauffement, je dirais naturel, eh bien là, ça va beaucoup trop vite. Et en plus, chez des animaux comme les animaux polaires, qui sont souvent des animaux très spécialisés. Parce que pour s'adapter à des milieux extrêmes, a fallu qu'ils prennent des solutions évolutives et d'adaptation qui sont aussi extrêmes, quoi. Et donc, évidemment, par exemple, l'ours polaire, on peut, par rapport à l'ours brun, qui est un proche cousin, et une évolution qui s'est faite très rapidement et récemment entre les deux espèces. Donc, on dit entre 500 et 1 million d'années, donc ce qui est rien, quoi, entre 500 000 et 1 million d'années, donc ce qui est rien, quoi, la séparation de ces deux espèces, qui restent d'ailleurs fertiles, ils peuvent se reproduire entre elles. Mais il y en a un qui hiberne et pas l'autre. Il y en a un qui hiberne et l'autre qui est pas l'autre. Il y en a un qui vit par moins de 50 et voilà. Donc il y a énormément de différences. Et ce qui est fabuleux d'ailleurs, c'est ces différences ont pu se créer aussi rapidement, quoi. Donc là, je suis un peu en train de m'y intéresser. Il y a de l'épigénétique qui vient intervenir là-dedans et accélérer le mouvement d'évolution, quoi. Mais souvent on dit que l'ours polaire est plutôt presque un cul-de-sac évolutif parce que il s'est tellement adapté, il est carnivore, il a un système digestif de carnivore, il ne vit que sur la banquise, il a absolument besoin de la banquise. Et puis on s'aperçoit récemment, il y a eu une étude qui a été faite au Groenland où on a découvert des ours polaires qui vivent quasiment sans banquise. Bon, alors là, puis pas une poignée, ils sont 300. Donc eux, ils vivent grâce aux blocs de glace dérivants qui viennent des glaciers. Donc ça, c'est complètement nouveau, quoi. Et ils sont bien isolés d'ailleurs génétiquement. Moi, j'ai pu observer des ours polaires dans un endroit assez particulier, au Labrador, des ours polaires qui pêchent, comme pourraient le faire des grizzlies. Alors qu'ils n'ont pas du tout le même équipement, quoi. Ils n'ont pas les mêmes griffes et tout. Mais ils pêchent, ils courent et ils attrapent des ombres arctiques. Alors, c'est ça qui est assez extraordinaire. Là, on parlait des rennes tout à l'heure. On se dit que ce cul-de-sac évolutif, peut-être qu'il va arriver quand même à trouver des solutions rapidement, en plus, pour pouvoir peut-être, évidemment, peut-être durer quelques dizaines d'années ou siècles de plus. Oui, quand la survie quand la survie est là, que les conditions sont là. Alors ça, je dirais que ça c'est drôlement important, quoi, parce que on s'aperçoit qu'il peut, moi je trouve ça assez positif, quoi. C'était un message d'espoir. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est de l'espoir quand même, quoi. Et ça c'est important parce qu'on en a besoin, parce que ce qu'il faut bien voir, l'une des espèces peut-être qui est la plus en danger, c'est Homo sapiens qui vit en ville, quoi, qui court dans le métro et qui respire des saloperies à longueur de journée, qui est stressé, et ça c'est peut-être l'espèce la plus en danger, quoi. Alors évidemment, ça, les médias, ils en parlent pas beaucoup, quoi. C'est notre mode de vie, c'est le capitalisme, c'est tout ce mode-là qui est en danger. La planète, on dit la planète est en danger. Non, alors ça, surtout pas. Que la faune et que des écosystèmes soient en danger, sans aucun doute. Mais peut-être que c'est surtout notre mode de vie qui est en danger et notre civilisation qui est en danger. Mais ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer, quoi. Donc l'ours polaire, c'est une espèce, je dirais, d'avatar aussi, quoi, pour l'homme. Depuis toujours d'ailleurs, mais l'ours polaire, on se dit ouais, mais il va disparaître. Alors on n'ose pas dire que c'est notre civilisation qui est en danger, quoi. Mais voilà, c'est un effet miroir qu'on joue voilà, avec nous. c'est ça.
Et puis, alors, il y a des gens qui ont un peu forcé le trait. Il y a Al Gore en 2007 qui avait dit dans 10 ans, les ours polaires, il y en aura 50% de moins et tout ça. Alors, c'est bien joli de jouer comme ça avec la boule de cristal. Le problème, c'est qu'en 2017, il y avait plus d'ours polaires qu'en 2007. Quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut faire très attention dans la communication par rapport aux problèmes de nature, d'environnement. Quoi. Donc, il faut aussi rester humble une fois de plus. Quoi. Mais n'empêche que, évidemment, que c'est la galère pour dans des tas d'écosystèmes et il faut chercher justement tout ce qui peut permettre de trouver de l'espoir et en particulier quand on parle aux jeunes quoi parce que c'est eux qui vont avoir à gérer tout ce pataquès là donc voilà donc il faut aussi et pas être bisounours non plus hein mais il faut être objectif dire voilà moi j'en ai jamais vu de chétifs ou de faméliques des ours polaires mais je les cherche pas mais j'en vois pas quoi donc voilà il faut être honnête simplement. Et entre l'Antarctique et l'Arctique. Alors il y a des modifications aussi. Alors l'Antarctique, on a quand même l'impression que on s'était dit, on verra ça dans 40, 50 ans, mais on a l'impression que ça va plus vite que prévu. Dans l'Arctique aussi d'ailleurs, hein, mais ce qu'on voit, par exemple, moi ce que j'ai constaté, par exemple, c'est une espèce qu'on voit de moins en moins, qui est le manchot adélie, qui est là à nouveau une espèce très spécialisée, qui voit ces populations de proies qui s'éloignent des côtes. Donc, ce qui fait que les nichés ont beaucoup plus de mal à aboutir. Il y a le gorfou sauteur aussi qui vit aux îles Falkland. Pareil, des populations qui déclinent assez vite. Parce que là, c'est le milieu marin qui évolue, quoi. Et là, ils n'ont pas beaucoup d'échappatoires parce que sont dans l'océan Antarctique, dans l'hémisphère sud, il y a que quelques endroits où ces animaux peuvent se reproduire. Quelques petites îles comme ça où il n'y a pas de prédateurs terrestres ou qui sont déneigées, déglacées suffisamment tôt dans la saison et donc là il n'y a pas d'échappatoire quoi. Donc ça en Antarctique ça risque d'être un problème assez gravissime pour certaines espèces. Et inversement il y a une espèce de manchot qu'on appelle le manchot papou qui lui est un manchot plutôt opportuniste, assez costaud, très rapide dans l'eau, qui lui prend la place des autres. C'est-à-dire que les endroits où il y avait des colonies de manchots adélie, maintenant il y a des manchots papous. Avec des populations plutôt importantes quoi. Et alors que le manchot adélie, il y en a encore très très au sud, mais il y a le continent en Antarctique. Donc il pourra pas aller beaucoup plus au-delà que les murailles de glace qu'il y a autour du continent quoi. Donc mais là ça semble s'accélérer quand même la fonte, tout ça. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a plus de banquise quasiment maintenant dans le sud qu'avant, parce que comme il y a beaucoup de fonte, il y a la salinité de l'eau est plus faible, et donc la banquise se forme plus vite, quoi. D'accord, mais ça va pas durer non plus. Quoi. C'est ça. Donc c'est un processus d'accélération qui se produit. Voilà, c'est ça, mais ça va pas durer non plus. Quoi. Donc voilà, donc c'est. Mais par contre, on voit beaucoup plus d'otaries, on voit beaucoup plus de baleines, c'est incroyable, quoi, par rapport à il y a 30 ans, quoi. On voit beaucoup d'orques parce que il y a beaucoup d'otaries et beaucoup de baleines, donc il y a terrain de chasse, ouais. Donc ouais, en Antarctique, on peut voir beaucoup de phoques léopards aussi, énormément de phoques léopards. Donc qui est un phoque prédateur, comme son nom l'indique. On en voit pas mal. Donc c'est toujours un petit peu comme ça. Hein, quand l'équilibre est rompu, il y a des espèces qui gagnent et d'autres qui perdent. Ouais. Et ça, en Antarctique, ouais, on a quand même l'impression que ça va plus vite que ce qu'on pouvait imaginer, quoi. Je vais te laisser le mot de la fin. Ça serait quoi la leçon ? Leçon, c'est peut-être un mot un peu trop professoral, mais tu vois, ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ça, sur cette évolution qui en fait peut nous amener à des disparitions, mais en même temps avec des sources d'espoir, avec des suradaptations peut-être. Tu vois, je pense ce qu'il faut surtout, c'est recréer du lien, quoi, avec cette nature qui nous entoure. La nature est une invention, en fait, hein. L'homme, il est pas séparé de la nature, il en fait partie. Donc le concept de nature est une invention. Donc il faut pas s'en séparer, il faut essayer de faire avec, il faut la respecter les territoires, les partager aussi. Le partage est important, aussi bien le partage d'informations d'ailleurs que le partage de l'espace.
et on le voit, moi on a côtoyé des loups de façon très très proche dans le Grand Nord, sans aucun problème, quoi. Donc il faut, et puis surtout aussi, il faut beaucoup s'informer. Donc ça, c'est super important parce que ce sont des régions derrière lesquelles il y a beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de poncifs, il y a beaucoup de gens aussi qui vont donner des leçons, tout ça. Mais il faut beaucoup s'informer de façon le plus objective possible. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que quand j'emmène aussi des clients, c'est que je leur donne des éléments de réflexion, je leur donne à penser, mais je leur dis pas ce qu'il faut penser. Et ces régions-là, malheureusement, c'est tellement extrême qu'il y a des tas de gens qui voudraient dire, bah voilà, les ours polaires vont disparaître. De toute façon, c'est pas des régions pour vous parce qu'il faut les moins 45 degrés. Mais, alors déjà, on oublie qu'il y a des habitants aussi là-bas dont on parle pas assez, qui ont aussi leur mode de vie qui est chamboulé. Et donc voilà, il faut s'informer et ça, c'est vraiment super important. Et puis partager. Moi, c'est vraiment ce que... Et si on veut aller là-bas, comment on fait ? Bah, ça dépend. Il y a plein de moyens, plus ou moins écolos, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors il y en a qui diraient, bah il faut pas y aller. Effectivement, mais il y en a aussi qui disent, il faut pas y aller, mais moi j'ai le droit d'y aller. J'en ai vu des comme ça. Donc non, je pense que il y a tout un sorte de moyens plus ou moins confortables. Il y a des voiliers qui font un très bon boulot, mais il y en a d'autres qui sont moins respectueux aussi. Même bon, les bateaux de croisière, moi que je fréquente, bah maintenant les bateaux ils sont pas du tout comme avant. Il y a quasiment aucun déchet qui sort. Mais par contre, peut-être que le bénéfice des gens qui vont dans ces régions-là est important aussi parce que ils découvrent, quand ils rentrent justement, ils partagent ce qu'ils ont vu. Ils s'informent, ouais. Ils s'informent, ils partagent aussi ce que nous on a pu leur expliquer sur le terrain. Donc voilà, donc on peut pas non plus mettre sous cloche toute la planète, quoi. Alors c'est aussi polluant d'aller aux Antilles que dans le Grand Nord, quoi. Hein. Donc ça sert à rien de jeter des cailloux sur les gens qui vont dans le Grand Nord ou en Antarctique, quoi. Mais alors qu'il y a des gens qui prennent l'avion pour toute autre chose ou la voiture. Donc voilà, je pense qu'il y a encore des belles choses à découvrir. Ce qu'il faut, c'est y aller, bah évidemment dans les meilleures conditions de respect des uns et des autres. Des autochtones aussi, des habitants, de la faune. Et voilà, nous quand on va là-bas, on est hyper draconien sur les conditions de débarquement. On a des processus de biosécurité qui sont draconiens. On débarque pas avec des vêtements qui n'ont pas été rincés, lavés, aspirés, ainsi de suite. Donc il y a maintenant plein de protocoles, beaucoup plus qu'il y a 30 ans d'ailleurs. Donc ce qui permet de continuer l'activité aussi, quoi. Mais non, je pense que c'est des régions qu'il faut essayer de découvrir au moins une fois, voir ce que c'est que de la glace, sentir la glace, entendre la glace, parce que c'est tous les sens qui sont en éveil aussi. Et là-bas, il n'y a pas d'odeur parasite, donc la glace a une odeur. Il n'y a pas de bruit parasite, donc on entend les pétillements de la glace qui perd son air millénaire. Donc tout ça, c'est des sensations extraordinaires. Voilà, quoi. Eh ben super. Merci. Merci Rémi. À très bientôt. Salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.